Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 28 mars. Quels objectifs pour le Monaco Economic Board en 2024 ? Quel rôle joue-t-il dans le tissu économique monégasque ? Nous recevrons ce soir le directeur général exécutif du MEB, Guillaume Rose. Comment le numérique renforce les capacités d'enseignement et les échanges ? Exemple ce soir avec un projet éducatif mené par le nouveau Musée national de Monaco auprès d'élèves de CM2. À l'approche des fêtes de Pâques, œufs et autres lapins en chocolat s'affichent en vitrine. Nous sommes allés à la rencontre ce soir des chocolatiers pour connaître les dernières tendances. Dans ce journal également, le fitness et la mode éco-responsable tissent un lien autour du sportswear. Et puis nous vous emmènerons en Inde ce soir pour un grand format consacré aux actions de Monaco, aide et présence dans ce pays aux mille saveurs. Mais avant de développer ces titres, l'annonce de la candidature de Thomas Brézeau à la présidence du Conseil national. Il l'annonce aujourd'hui dans plusieurs quotidiens régionaux. Le conseiller national est soutenu par 22 élus. Il brigue donc la succession de Brigitte Boccon-Pagès, qui est pour l'heure toujours candidate, elle aussi. L'élection du nouveau président interviendra le 3 avril prochain et vous pourrez suivre cette session en direct sur notre antenne. La principauté de Monaco peut se féliciter d'avoir un modèle de développement économique répondant aux enjeux du XXIe siècle. Le pays tend à préserver la croissance de l'économie, inventer de nouvelles sources de développement et préserver l'exemplarité du modèle monégasque. Pour ce faire, il peut compter sur plusieurs entités qui assurent notamment la promotion de l'activité en principauté, mais pas seulement. C'est le cas du Monaco Economic Board, alors qu'il vient de tenir son assemblée générale et son 48e rendez-vous des adhérents. Son directeur général exécutif est avec nous ce soir. Bonsoir Guillaume Rose. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité ce soir pour évoquer l'actualité du MEB. Revenons tout d'abord ensemble sur les activités que vous avez menées l'an dernier. Comment résumer l'année 2023 ? Bien, sur l'année 2023, bien sûr, c'est une année contrariée. Pourquoi elle est contrariée ? Bien, elle est contrariée parce qu'on est une année de guerre. On est une année de guerre avec deux pays qui nous sont assez proches, qui sont la Russie et l'Ukraine. On est une année d'incertitude, on sort d'une crise énergétique. Bref, l'année 2023 ne s'annonçait pas tellement bien. Et puis au final, eh bien, écoutez, on a quand même tiré notre épingle du jeu. On a fait des missions intéressantes. On a préparé des missions intéressantes aussi. On a eu un nombre d'adhérents en croissance. Bref, au final, l'année 2023 est surtout très contrastée. Oui, on l'entend, votre activité ne désemplit pas. Il y a eu plusieurs missions aussi à l'étranger, notamment aux Pays-Bas. Absolument, une très très belle mission à Amsterdam. Nous avons eu aussi au début de l'année une mission à Djibouti qui a été couronnée de succès. Nous avons eu une belle mission avec nos partenaires du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique à Bruxelles et à Anvers. Bref, on a des missions qui ont fait, je dirais en plus, qui ont fait carton plein. Et puis on a des marchés qui s'ouvrent, des marchés parfois inattendus, comme en Afrique, à Djibouti, mais aussi des marchés très mûrs, très beaux, comme aux Pays-Bas ou à Amsterdam. On a pu observer l'économie la plus puissante et la plus rapide d'Europe, qui est l'économie des Pays-Bas. Et on a noué des contacts extrêmement intéressants. Vous l'avez dit, un nombre croissant de vos membres. Qui sont-ils et quelles sont leurs activités ? Alors on est arrivé, pour la première fois, on arrive aujourd'hui à 650 membres. Alors ça fait 100 de plus qu'il y a 2 ans. Donc quelles sont leurs activités ? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. On a un petit peu de tout, car vous savez, les gens ne le savent pas forcément. Mais la principauté de Monaco, c'est un tissu de PME. C'est un tissu de très petites entreprises ou de petites et moyennes entreprises. C'est un tissu qui est extrêmement complexe, extrêmement varié, qui va de l'import-export aux nouvelles technologies. Et il faut bien avouer, bien sûr, on s'y attend tous, avec notre prix au mètre carré qui est fort, eh bien ce sont les nouvelles technologies qui l'emportent, avec énormément de petites startups qui sont dans les nouvelles technologies et qui ont des idées innovantes, qui ont des envies de faire, et on les reçoit au Monaco Economic Board, on aide à les développer, et le tout avec un certain succès, puisque non seulement elles restent, mais en plus elles parlent, puisque c'est le bouche à oreille qui fait que nous sommes aujourd'hui à 100 entreprises de plus, membres du MEB, qu'il y a 2 ans. Et aujourd'hui, Guillaume Rose, quelles sont les perspectives pour l'année 2024 ?
Alors 2024 a commencé en fanfare avec une très très belle mission en Arabie Saoudite, mais ce n'est pas du tout fini bien sûr, puisque nous partons à Londres dans 2 mois, nous allons au Maroc dans 15 jours, et puis nous allons en fin d'année en Pologne. Donc on exploite un petit peu, je dirais, les zones périphériques de l'Europe, avec l'Europe de l'Est qui pousse fort, avec Londres qui est en périphérie de l'Union européenne, mais pas du tout en périphérie de l'Europe au fond, puisque les Anglais qui sont à la veille de certains changements, pourraient avoir envie de venir s'installer en principauté, et ils seront plus que les bienvenus puisqu'on a une très longue tradition d'accueil anglais à Monaco. Et puis au Maroc, où on a des partenaires au Maghreb, on a reçu la Tunisie récemment, et on ira probablement en Algérie en 2025. Donc on a un Maghreb aussi qui est très prometteur, et il ne faut pas oublier que Monaco, c'est un pays qui a des racines méditerranéennes très fortes. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Rose d'avoir fait le point avec nous sur l'activité du Monaco Economic Board. Merci infiniment. Merci à vous Émilie, à bientôt. Nous vous emmenons à présent sur le chemin de l'école avec ce projet éducatif proposé par le nouveau Musée national de Monaco aux élèves de la Principauté. À l'école des Révoirs, une classe de CM2 a ainsi participé à un atelier numérique pour apprendre à créer un vrai décor d'opéra. Julia Vial et Alexandra Marangoni y ont aussi participé. Les yeux rivés sur leur écran et plus précisément sur le logiciel Scratch, ces jeunes élèves ne perdent pas une miette de ce cours particulier. À l'aide d'outils numériques, ils découvrent les enjeux d'une création de l'opéra de Monte-Carlo. On a programmé une œuvre de Eugène Frey qui est un conte d'Andersen qui s'appelle Négile 2. Et on a programmé pour faire un renne qui galope, on a fait tomber de la neige, etc. etc. C'était vraiment très bien. Menés par Leslie Astier, artiste chargée de médiation numérique, ces ateliers développent la créativité des élèves en travaillant de façon ludique. Et bien là, au lieu de faire des maths ou de l'histoire, on va faire des films d'animation et vraiment se mettre dans une position de scénographe, de décorateur pour avoir des nouvelles connaissances, mais surtout appliquer. Ce projet impulsé par le nouveau Musée national de Monaco aborde donc l'apprentissage sous un autre jour. Un vrai plus selon la professeure qui côtoie cette classe de CM2 quotidiennement. En termes de motivation, ils sont extrêmement motivés et aussi en termes, on va dire, de pugnacité, d'essayer, d'accepter de se tromper, de recommencer encore et encore. Ça, c'est des compétences que parfois on a un petit peu de mal à travailler. Et là, du fait du projet, ils sont extrêmement engagés et ils se posent beaucoup moins de questions, ne serait-ce qu'en termes de fatigue un peu intellectuelle. Ce projet, qui est en collaboration avec Extended Monaco, plonge déjà ses élèves dans le grand bain du collège. Le logiciel qu'ils utilisent fait partie des épreuves obligatoires du brevet et ça, certains l'ont bien compris. L'année dernière, on avait utilisé Scratch et j'avais bien aimé. Et là, on fait Scratch 3. En fait, c'est le niveau au-dessus. C'est pour... ils ont dit que c'était le niveau pour le collège. Et en fait, il y a beaucoup plus il y a plus de propositions alors qu'avant, il fallait juste marquer avancer, le bonhomme il se déplaçait. Mais avant de rentrer au collège, il est l'heure de créer le générique de fin de cette scène d'opéra, une sorte de point final pour une semaine chargée en découvertes. Dans le reste de l'actualité en images, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre a visité ce matin l'exposition Pasolini en clair-obscur à la Villa Sauber. Cette exposition proposée par le nouveau Musée national de Monaco et qui ouvrira ses portes demain s'intéresse aux grands cinéastes italiens par le prisme de l'influence de l'art classique et contemporain. Retrouvez d'ailleurs l'interview du commissaire de l'exposition Guillaume de Sarde sur nos réseaux sociaux. Miro, Kessaring, Andy Warhol ou encore Basquiat s'exposent à l'espace 22. Cet événement présenté par la Art Gallery 44 rassemble des œuvres d'artistes modernes et contemporains, des grands maîtres aux jeunes talents. Elle est à découvrir jusqu'au 17 avril au boulevard d'Italie à Monaco. Le dimanche des Rameaux a marqué le début de la Semaine Sainte, annonçant les fêtes de Pâques. Un moment toujours entouré de traditions que les plus gourmands associent souvent au chocolat. Qu'ils soient en forme d'œuf, de cloche, de lapin ou de poule, ils font les bonnes heures des chocolatiers. Une équipe de Monaco Info est allée à leur rencontre pour connaître les dernières tendances de cette année.
Les fêtes de Pâques, un moment de partage et de douceur. Qui dit Pâques dit chocolat. Cela fait des mois que les chocolatiers de Monaco préparent cet événement. Dans les vitrines, les œufs et les cloches côtoient les poules et les lapins. Des chocolats aux 1001 couleurs qui attisent la gourmandise. Et si l'œuf est devenu un emblème puisqu'il symbolise la renaissance et la vie nouvelle, le lapin de Pâques, quant à lui, nous rappelle l'enfance et son insouciance. Les lapins, en général, c'est destiné aux enfants, parce que le lapin, c'est le symbole du lapin qui va déposer les œufs dans le jardin et que toute la famille va chercher, les grands-parents aident les enfants. Et puis également, il y a les œufs, parce que les œufs, c'est le symbole de partage. Nos œufs, cette année, en fait, sont remplis de petits chocolats, et donc on les casse sur la table en fin de repas, et puis toute la famille partage. Pâques, ça symbolise le printemps, l'arrivée des fleurs, l'explosion de ces trésors que nous donne la nature. Et cette année, nous avons souhaité mettre donc en valeur les couleurs que nous donne la nature. Et c'est pour cette raison-là que nos pâtissiers ont travaillé depuis plusieurs mois dans leurs ateliers pour justement travailler donc à la fois les pigments de fleurs, les poudres, donc et des fruits également. Donc les fleurs comme la fleur de cartame, qui est en fait comme un chardon, également le cassis, le citron, la spiruline et la pomme. Et tout ça, on a réussi à le transférer sur les chocolats. Une collection de Pâques gourmandes et poétiques, et si l'ADN des chocolats de Pierre Marcolini renferme plusieurs origines, puisque le chef pâtissier sélectionne ses fèves de cacao dans différents pays comme l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud ou encore la Chine ou l'Inde, la chocolaterie Jeff de Bruges produit quant à elle ses propres graines de cacao. Le chocolat maintenant c'est devenu un produit presque de luxe. On est sur du 15% par rapport à l'année dernière dans le monde. Il y a eu les problèmes de récolte en Afrique. Ça représente 70% quand même de la fabrication mondiale. Et nous on a de la chance, ça fait 5 ans qu'on est notre propre cacaoculteur et on est en Équateur. Donc en bas de la cordillère des Andes, on a de l'eau, on a de la chance. Donc on a réussi à rester sur un pourcentage de 1,5% en plus par rapport à l'année dernière. Donc on arrive à garder déjà nos consommateurs qui adorent notre marque et on n'augmente pas les prix. Le chocolat il est fabriqué en Belgique, donc chez nous, et les emballages ils sont dans tous les 4 coins du monde. Donc il faut jongler entre les préparations des œufs avec la personnalisation de chaque personne de la principauté et des alentours, et ensuite pouvoir les rentrer dans les emballages pour enfin les mettre au magasin sur la dernière semaine, surtout qui correspond aux 60% du chiffre d'affaires. Donc il faut être prêt pour la dernière ligne droite. 3000 œufs ont été préparés par la chocolaterie Jeff de Bruges contre 200 cloches. Mais ce qui fait la signature du chocolatier à Pâques, ce sont ses œufs personnalisés. En effet, vous avez la possibilité d'écrire gratuitement de la main même du chocolatier, par exemple, les prénoms de vos poussins. Et le nom de Monaco Info entrerait parfaitement sur cet œuf au chocolat au lait. Parlons football à présent. La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. L'AS Monaco se déplace à Metz pour le compte de la 27e journée. Actuellement 3e du championnat, les Rouges et Blancs comptent bien signer une nouvelle victoire pour conforter leur place sur le podium. On écoute des extraits de la conférence de presse d'avant-match. Every team is fighting for their goals. And also they want to stay for sure in the Liga. And for us also we want to continue our statistics away. And it's an important game for both teams. But also, we want to win in Metz. But we need for sure a really, really good performance over 90 minutes. We need to have motivation in every game. It doesn't matter if we play away or at home. We need to have this energy to take 3 points, even if it's hard. Metz-Monaco, c'est donc ce samedi à 17h au stade Saint-Symphorien. Cette belle performance en endurance équestre à vous partager à présent. Le double podium du team EFG Monaco. Laura Gramaglia a fini 3e de la course de 40 km à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. De bon augure avant le championnat de France des cavaliers qui aura lieu en août prochain. À 14 ans, Jana Lucas est-elle montée sur la première marche du podium des 20 km pour sa toute première course en endurance équestre.
Fitness et mode éco-responsable s'allient autour du sportswear. La marque d'équipements sportifs exclusif Fit basée à Cannes collabore avec Gianotti Monaco, boutique de prêt-à-porter. Objectif, partager un travail sur des matières nobles. Une collaboration qui a du style, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. D'un côté, des équipements fitness, de l'autre, du prêt-à-porter. Leur point commun, des matériaux éco-responsables. À travers leur collaboration, les deux marques ont pu imaginer une gamme sportswear qui a donné lieu à de belles créations. Le jogger set, c'est le haut avec le bas, fait sans couture. Donc c'est le sweat que j'ai ici avec la capuche, que l'on décline avec de la fibre de mérinos qui vient de Nouvelle-Zélande. Et aussi en fibre à base de marc de café recyclé. Le vélo en bois, cuir et verre qui a été fabriqué à la main, sur mesure, en Italie, par un créateur italien. Et donc c'est vraiment le produit phare de cette collaboration qui est mis en avant de notre côté, sur le côté fitness. Le fil conducteur dans cette collaboration, un goût pour les matières nobles. Comme le mérino, comme la fibre de café recyclé, la fibre de riz recyclée et le cachemire recyclé. Donc notre focus, c'est vraiment faire un garde-robe tout en maille et avec des impressions là, 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture et c'est beaucoup plus agréable à porter et c'est même presque proche du monde du sport en fait. On est plus habitué à avoir des appareils fitness qui sont un petit peu plastiques ou métalliques et donc nous on propose à notre client tout ce qui se fait de noble avec du bois, avec du cuir et avec des matières vraiment recherchées. Ce co-showroom permet aux deux marques d'exposer ses produits phares. À Monaco, la gamme est visible dans la boutique Gianotti jusqu'au 30 avril. Le Focus Info de cette édition nous amène en Inde ou dans le sud du pays. L'association Monaco Aide et Présence finance un programme qui offre un suivi médical et psychosocial ainsi qu'un soutien alimentaire et scolaire à des dizaines d'enfants et familles affectés par le VIH-Sida. Une équipe de Monaco Info a pu suivre la présidente de MAP sur le terrain pour une mission de suivi. C'est un reportage de Sylvain Péroumal et Patricia Navarro. Nous sommes dans l'état du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. À 1h30 du premier aéroport régional, la ville de Dindigul n'échappe pas aux problématiques auxquelles doit faire face le pays. Un défi environnemental d'envergure, des inégalités sociales très importantes, un déficit d'infrastructures et un chômage structurel. Ici, la population vit dans des conditions difficiles et elle tire la plupart de ses revenus de l'agriculture. Dans ce contexte, les enfants orphelins du sida ou eux-mêmes séropositifs font figure de laissés pour compte. Ils sont mis au banc de la société et ne disposent que de peu de moyens pour survivre. Une association monégasque, Monaco Aide et Présence, a décidé de leur tendre la main. After comeback of Masters, I'm hope. I believe myself and I'm said to me in my heart, you will be do it. You are not a single. கொடுத்தது அவங்க தான். வீட்டுக்கு ஃபேன் வாங்கி தந்தாங்க. எனக்கு எஜுகேஷனுக்கு எல்லா ஃபீஸுமே அவங்க தான் கட்டினாங்க. அண்ணனுக்கும் ஃபீஸ் அவங்க தான். ஏன்டா இருக்கிறோமோ நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன்டா இப்படியோ அப்படின்னு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். C'est depuis 2007 que le principal partenaire de Monaco Aide et Présence à Dindigul, Mass Trust, intervient auprès de ses enfants et ses familles. Son directeur a été ému par le sort d'une vieille dame séropositive et il a décidé de se saisir de la cause de tous ces enfants qui ont non seulement perdu pour une grande majorité leurs parents, mais qui doivent aussi vivre avec le VIH-Sida. Mass Trust has born out of charity and human kindness, because after witnessing how the HIV positive women and the persons living with HIV/AIDS suffered, I found out this organization with like-minded friends. My goal mainly is to educate the children, the positive children, to give as much love as I can to them, to walk towards
sustainability in life. So in one word, I can say Masters believes to give the children hope, life and everything they need to lead a sustainable life. Only through MAP only we are able to reach out to the children and help them. A big thanks to MAP Monaco Aid at present, because if at all they help me, I can do nothing to the children. Dans son combat, Jezoura est entourée par une petite armée de femmes. Chaque jour, elle parcourt les villages et effectue des dizaines de kilomètres pour aller à la rencontre des 152 enfants pris en charge et s'assurer qu'ils sont scolarisés et suivent leur traitement antirétroviral qui doit être pris quotidiennement. So Maria Darwin is a regular boy. Last 10 years we followed him. Monthly once come and check he is well. At present he is working, so how its work going on like that. And also family level, I ask about the mother. They don't want to go immediately to doctors. I followed. You went to doctor, what they is telling like that, I asked to them. Antiretroviral therapy route. So monthly once should go to GH hospital and check the ART, the counting, CD4 counting, they mentioned. Then we come and visit in home, how the point is there. Ces jeunes enfants, adolescents ou jeunes adultes doivent faire également face à un mal plus pernicieux, celui du rejet et de la stigmatisation. மாஸ்டர்ஸ்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து சத்தான உணவுப் பொருள் எல்லாம் FSB உணவுப் பொருள் வந்து தந்தாங்க. அதுலேருந்து நாங்கள் வந்து அது கொடுக்குறனால நாங்கள் நல்லா சத்தான சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டோம். Chaque année, des représentants de Monaco et des présences se rendent sur place. Pendant plus de 10 jours, ils enchaînent les entrevues avec les jeunes bénéficiaires pour vérifier qu'ils perçoivent bien l'aide qui leur est octroyée et qu'ils sont bien scolarisés. À l'aide ponctuelle peut venir s'ajouter des petits plus comme un vélo pour aller plus facilement à l'école ou des connexions Internet pour étudier. Vous voyez ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est ce qui est derrière moi. C'est de voir tout ce qu'on peut faire pour donner des opportunités à des jeunes, des enfants, des mamans qui peuvent avoir finalement une occasion de vivre d'une façon digne. Donc pour les enfants, c'est la santé en premier. Et ensuite, c'est l'éducation, parce que sans santé et éducation, on ne peut rien faire. Et donc, les voir grandir, par exemple, voir comme ils s'en sortent de situations difficiles, voir qu'ils trouvent des jobs qui les intéressent, voir qu'ils forment des familles, et qu'ils sont arrachés à la drogue, qu'ils sont arrachés à la rue. C'est ça qui m'anime et qui nous anime tous dans le conseil, effectivement. Ces échanges sont précieux. Ils permettent aux responsables de MAP de mieux connaître l'histoire de chacun et l'écoute qu'ils leur apportent est valorisante et motivante. Ces missions de suivi sont capitales car elles permettent notamment de vérifier que ces enfants bénéficient bien de l'aide de MAP, car pour certains, ils sont bien souvent poussés à travailler dans les champs pour aider leur famille et ne vont plus régulièrement à l'école. En général, nous regardons vraiment les objectifs du projet et les activités qui sont réalisées. Nous essayons de faire un suivi qui est efficace, c'est-à-dire se rendre compte que le projet répond en effet aux attentes et à ce qui avait été présenté. Mais plus important, nous essayons vraiment de voir que les activités réalisées par les associations partenaires correspondent aux besoins et reflètent les besoins des bénéficiaires. Dans le cas spécifique de l'Inde, nous essayons d'effectuer une mission par an. Ces 5, 6, 7 dernières années, nous avons pu suivre plusieurs enfants qui étaient à l'école primaire, qui sont ensuite passés au secondaire. Certains d'entre eux ont maintenant une activité professionnelle ou font des études supérieures. Et donc ça nous permet de voir que oui, le projet a bien fonctionné et que l'argent des donateurs a été bien utilisé. À ce jour, l'association monégasque soutient plus de 150 enfants dans la région de Dindigul. Certains poursuivent donc des études universitaires comme Durga, qui a fait des études de pharmacie, ou ont ouvert des commerces comme Maria Darwin, et d'autres enfants sont même devenus parents, comme Mutu Selvi, diagnostiquée séropositive à l'âge de 5 ans.
நான் வெளியே இருந்ததோட இப்போ இந்த மாஸ் நிறுவனத்துக்குள்ளே வந்து இதோட இன்னும் நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க. நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப ஒரு தங்கச்சி நம்மளுக்கு இவ்வளோ தம்பி அண்ணா எல்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு ரொம்ப இது பண்ணேன். முக்கியமாக எனக்கு வந்து மேம் அப்பா அம்மா மாதிரி 2 பேருமே என்னை இருந்து இது வரைக்கும் என்னை வழிநடத்தேன். எனக்கு அப்பா இல்லை, 5 வயசுலேயே இறந்துட்டாங்க. நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். எனக்கு அப்பாவாக நின்று இவங்க எல்லாமே என்னை வழிநடத்துனாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். நான் இவ்வளோ தூரம் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னா மாஸ் நிறுவனம் மட்டும்தான். நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். நிறைய தங்கச்சி இருக்காங்க, நிறைய தம்பி இருக்காங்க. Au-delà de ce soutien à des projets indiens, Monaco et les présences jouent un rôle majeur dans le développement de programmes dans une dizaine d'autres pays couvrant 4 continents et autour de ces domaines d'intervention privilégiés que sont l'éducation, la santé, le développement communautaire et l'urgence. Et cela fait 45 ans cette année que cet engagement se poursuit. C'est en effet en 1979, alors qu'une guerre dévastatrice faisait rage, que tout avait commencé au Cambodge. De retour à Monaco où la Belgique s'est invitée le temps d'un instant au marché de la Condamine pour célébrer les 60 ans du jumelage avec la commune d'Ostende. Une soirée moules frites était organisée avec une poêlée géante sous les arcades et une ambiance musicale assurée par le groupe Princesse de Nuit. La météo, c'est avec vous Vanessa Dessy. Bonsoir, quelles sont les prévisions pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le soleil disparaîtra pour laisser place à de la pluie. Durant la journée, les températures oscilleront de 12 à 18 degrés. Le soleil se lèvera à 6h14 et se couchera à 18h55 et nous fêterons les Gladys. Et cela sera également le vendredi saint. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On referme ce journal avec un personnage connu de tous, l'animal le plus populaire de la bande dessinée, le chat de Philippe Guéluc. Il s'exposait à Monaco en 2022 et justement l'artiste belge était l'invité d'une conférence donnée par la Fondation Prince Pierre à Bruxelles. Nous y reviendrons dans notre JT de demain qui sera présenté par Julia Vial. D'ici là, passez une excellente fin de semaine sur Monaco Info.